mais des engagements dans mon département ont fait que c'était difficile et compliqué pour moi d'être avec vous à Paris aujourd'hui. Tout d'abord, je salue Madame la Ministre, et vous avez fait référence à quelques combats et quelques éléments communs que nous avions menés sur les bancs de l'Assemblée nationale il y a déjà quelques années. Mais je voudrais vous rassurer sur un point. Je ne suis pas enfermé dans une quelconque nostalgie quand il s'agit de se battre et de défendre les enjeux de souveraineté. Mais j'essaye de rester dans le cadre d'une constance. Pour moi, la souveraineté, c'est quelque chose qui ne se négocie pas et il n'y a pas un entre-deux. C'est pas, on est souverain ou on ne l'est pas. On ne l'est pas qu'à moitié. Et c'est ce qui a été le fil conducteur de tous mes engagements en la matière. Et je me rappelle des combats communs que nous avions menés à l'époque sur le contentieux de l'île de Sable au Canada, et avec une position un peu indigente des autorités françaises à l'époque, qui, in fine, a eu pour conséquence de spolier Saint-Pierre et Miquelon de presque 80% de sa zone économique exclusive qu'elle aurait normalement dû avoir et légitimement mérité d'avoir. Au-delà de ça, et comme l'a dit Monsieur le Président, que je salue, je vais vous poser des questions sur effectivement ces enjeux de souveraineté. Comment finalement cette souveraineté sur les domaines maritimes, puisque donc les souverainetés terrestres, elles sont acquises, quoique. On a bien vu au travers de ce qui s'est passé, des débats que nous avions eus sur l'île de Tremblay, que ceci était un enjeu et un enjeu important. Mais je voudrais, par rapport à cela, en préalable, vous poser une question d'ordre. C'était un enjeu et un enjeu important. Mais je voudrais, par rapport à cela, en préalable, vous poser une question d'ordre global et notre zone économique exclusive est liée aux Outre-mer. En parallèle, quand on voit les moyens de la Marine nationale, à peu près 95% des moyens de la Marine nationale sont basés dans l'Hexagone. Alors certes, on nous dit que certains vont patrouiller outre-mer, mais 95% des moyens de la Marine nationale sont basés dans l'Hexagone. Est-ce que selon vous, il n'y a pas un effet de disproportion par rapport à cela, ne serait-ce que pour avoir des moyens, j'allais dire sur place en global, pour pouvoir assumer donc cette souveraineté dans de bonnes conditions, même s'il y a des enjeux de changement et d'arrivée de nouveaux bâtiments. Mais en fait, il y a quand même une interrogation qu'on peut se poser par rapport à ce déséquilibre. Ensuite, si on fait un zoom, j'allais dire océan par océan, effectivement, sur la zone Pacifique, et vous avez rappelé l'ampleur, les 5,2 millions de kilomètres carrés, la difficulté de pouvoir gérer et assumer des éléments de surveillance adéquats par rapport à cela, même si on nous dit que le satellite peut être un élément intéressant, il ne remplace pas à certains égards les moyens donc maritimes qu'on doit pouvoir mettre en place. Et donc ma question aura un angle aussi un petit peu particulier. Vous aviez préfacé, et très bien préfacé, un livre que j'avais eu le plaisir d'écrire sur l'île de la Passion Clipperton, qui est totalement oublié dans ce cadre-là, où la France assume une souveraineté que je qualifierais de fictive à certains égards. Tant au niveau terrestre, parce que ce n'est pas en se rendant, et ce serait intéressant que vous puissiez nous dire tous les combien la Marine nationale va aller pour changer le drapeau et repeindre la stèle de l'île de la Passion Clipperton, qui est le seul élément effectif, je veux dire, pratique, donc, pour assumer notre souveraineté sur cette île, dont la zone économique exclusive, 436 000 km², est supérieure à celle de l'Hexagone, 345 000 km². Donc, et pour lequel on a, du temps de Madame Royal, fait une aire marine protégée, pour laquelle, je veux dire, on ne protège rien, puisqu'on n'a pas des moyens pour protéger quoi que ce soit, cette aire marine protégée étant dans
dans les eaux territoriales de la passion Clipperton. Concernant la zone anti-Guyane, un des enjeux majeurs en matière de souveraineté, c'est les problématiques de pêche illégale, plus particulièrement en Guyane, avec des pillages de ressources et des pratiques qui interpellent, comme c'est le cas du reste dans la zone de la passion Clipperton. Donc, quels, selon vous, les moyens spécifiques pourraient être mis en œuvre pour lutter contre la pêche illégale et pour aussi faire de telle sorte que nous puissions lutter contre le narcotrafic et tous ces flux qui passent par la mer et qui passent parfois par notre zone économique exclusive, voire nos eaux territoriales, avec tous les enjeux qu'il peut y avoir par rapport à cela. Concernant l'océan Indien, en globalité, la situation dans les terres australes françaises apparaît satisfaisante. Et c'est un élément qui mérite d'être dit. Et le fait d'avoir un préfet d'État qui organise les moyens de l'État et l'action exemplaire qui a été menée à certains égards, vous parliez de protection de ressources, ce qui a été fait pour la légine ou qui est en cours pour entre autres la langouste, la légine au Kerguelen, la langouste du côté de Saint-Paul, Amsterdam, est tout à fait intéressant avec des conséquences économiques très importantes pour l'île de la Réunion en termes d'emploi. Et donc, dans cette zone-là, il y a des enjeux de souveraineté forts. Je ne vais pas revenir sur la question de Tromelin et cet inique traité de cogestion qui, heureusement, n'a pas été ratifié par le Parlement. Mais au-delà de ça, il y a les enjeux par rapport aux îles éparses, les échanges qu'il y a pu y avoir entre le président de la République française et le président malgache. Nous connaissons les revendications malgaches en la matière. Pouvez-vous nous dire où on en est dans ce cadre-là? Quel est l'état d'avancée des négociations en cours donc, par rapport aux îles éparses? Vous avez souligné l'étape qu'a fait le président de la République aux Glorieuses. C'était la première fois qu'un président de la République se rendait donc sur cette partie du territoire de la République qui était un signal fort et un élément intéressant. Mais pouvez-vous nous faire le point par rapport à cela et nous dire comment vous voyez en termes de perspective l'issue de ces négociations et quelle position la France va-t-elle prendre pour faire de telle sorte que cette souveraineté effective puisse être assumée? Une question incidente par rapport aux îles éparses. Actuellement, et nous le voyons, le prix des hydrocarbures s'envole, et notamment du gaz. Ne pensez-vous pas qu'une décision un peu trop hâtive a été prise en suspendant les permis de recherche sous l'île de Juan de Nova, qui avait été octroyés? Il ne s'agissait pas de permis d'exploitation, mais de recherche gazière. Et que donc, dans ce cadre-là, ne nous tirons-nous pas une balle dans le pied sur le moyen et le long terme? J'ai eu l'occasion de dire à l'Assemblée nationale à l'époque tout le mal que je pensais de l'hypocrisie qu'il y avait derrière la loi Hulot concernant donc l'interdiction d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures dans notre pays à partir de 2040. Mais pour autant, je trouve qu'il est peut-être dommage et inconséquent, alors que le canal du Mozambique sera la mer du Nord du XXIe siècle, que notre pays ne soit pas allé au bout de l'étude de ces ressources. Après, l'exploitation serait autre chose. Et je voudrais avoir votre avis et votre opinion sur cette question.